Bonsoir tout le monde, bonsoir Monsieur K. Bonsoir. Nous sommes très honorés de vous avoir sur ce plateau du Grand Rendez-vous. C'est partagé. Vous êtes un homme politique de renommée, je dirais, internationale. Vous avez occupé à plusieurs reprises la fonction de ministre. D'abord ministre de la communication et de l'information, ministre du plan et de la coopération, ministre de l'Éducation nationale, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Intérieur. C'est long comme l'histoire. C'est long, quoi. C'est long. Et je m'en arrête là. Ça, c'était sous le régime de Diouf. Vous avez aussi été ministre sous le régime du président Abdoulaye Wade. C'est vrai que peut-être la nouvelle génération ne vous connaît pas très bien. Vous avez été, comme j'ai dit, ministre des Affaires étrangères. Vous avez eu à rencontrer le président Mandela, à qui nous rendons hommage. Comment vous avez vécu un peu cette rencontre avec le président Mandela? De façon intense, beaucoup d'émotions. D'abord, bonjour mes enfants. Je vous salue tous. Ce jour-là, j'étais hypnotisé. En 1991, à Dakar. Il m'a ciblé, il m'a tellement impressionné. Pas de sa taille-là et son aura, il est humble, accès à tout le monde. Plus tard, j'ai allé à Djobour, à Soweto, en mars 1993. Je me suis à dîner avec Thabo Mbeki et sa fille. Ce jour-là, on a un bon dîner, agréable, sympathique. Si ce gars-là, ce monsieur-là sera plus prochain président africain. Plus tard après, mon intérieur, dans la zone là, le salut, il était déjà élu président de l'Afrique du Sud. Depuis longtemps, pendant ces jeunes comme ces jeunes-là qui sont là, c'est impressionnant par Mandela, son combat, son courage et sa patience et son sens du pardon. Ces quatre qualités-là m'ont beaucoup marqué. On a vu que tout le monde lui rend hommage actuellement. Mais est-ce que vous pensez que les Africains, les chefs d'État africains, suivent l'exemple de Mandela C'est mon souhait le plus ardent. Est-ce que vous avez vu, vous, à travers la pratique que vous avez eue des présidents qui se sont succédés? Moi, je n'ai pas été là pendant au moins 5-4 ans, au moins, au plus. Donc, en tant que chef d'État de l'Afrique du Sud, je ne connais pas son œuvre. C'est Mandela combattant la liberté, la Ham. Je connais son œuvre. En tant que chef d'État, je ne le connais pas. Mais en tant que chef d'État, on a vu les jalons qu'il a posés, c'est-à-dire prendre le pouvoir et avoir su laisser le pouvoir à... Il a sauvé son pays, l'Afrique du Sud. Tout à fait. De l'explosion, de l'éclatement entre ethnies, entre religions. C'est un pays qui compose beaucoup de monde. Des Indiens, des Pakistanais, des Africains bien sûr et des Afrikaners. Ces gens-là ont traduit l'Afrique du Sud en premier puissance de l'Afrique africaine. Si c'est un autre monsieur qui a la tête de l'Afrique du Sud, il va éclater, comme le Zimbabwe. Zimbabwe est un grenier africain, maintenant il importe. Il faut absolument que les Africains sachent lire les leçons de Mandela. Pendant tout le monde a écouté avant-hier Barack Obama, il fait un bon texte. Beaucoup d'émotions aussi. Il a bien compris le message de Mandela. Il est parti, mais son message est éternel. Pour ma part, le sens du pardon, c'est le sens de la politique. Tendre la main à tout le monde. Tout le monde est égal devant lui, en tant que chef d'État. Moi, le plus cher pour Ardandal, c'est que les jeunes africains, tous, en parlant de nos dirigeants, se disent qu'aucun n'est éternel. Il n'y a que Dieu qui est éternel. S'ils partent maintenant, ils doivent penser à la postérité. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que les nouvelles générations ne vous connaissent pas bien. Peut-être parce qu'il y a eu un moment où on vous entendait plus beaucoup sur la scène politique. C'est la jeunesse. Donc, vous, votre parti qui est le parti du renouveau, est-ce qu'actuellement vous pensez un peu renouveler votre parti? Est-ce que vous pensez vous repositionner sur la scène politique nationale? J'aimerais quitter la scène politique, j'aimerais quitter depuis ma jeunesse. J'ai beaucoup mûri. À l'époque, quand j'étais plus jeune que ça, je pensais à j'ai tout rêve. Je n'acceptais pas la contradiction. Quand je passe à l'éducation, on m'a malaxé. On m'a
presque comme un chiffon, Citron. comme un citron. Ça m'a beaucoup marqué l'éducation. Ces gens-là sont très généreux. Il faut les écouter et les entendre. Ça m'a beaucoup aidé. Depuis là, une patience m'habite, attentive et qui entend mes compatriotes. Je pense qu'il faut absolument que les Sénégalais sachent que la politique n'est pas une fin en soi. C'est des moyens d'action pour rendre les hommes heureux. Si c'est comme ça, on peut entendre sur l'essentiel. Mon parti, l'URD, est né dans le refus de la pensée unique. Le PS est très fort, plus fort que tous les partis sénégalais, contre l'État, les marabouts, les hommes d'affaires. Tout le monde était dans le PS. J'étais là. Les beaux-parents étaient du PS. Le PT, par Senghor, m'a organisé. Le pour Senghor. C'est là, je m'ai avec le BDS. Quand je suis né en 20 février 1948 à Liguerre. Je suis né en septembre 1948. Donc on a dit que maintenant, c'est fini la non-démocratie. Le mur de Berlin était effondré à ma présence. Nibi Dakar, j'ai dit à Diouf, il faut qu'on change de méthode. Si tu veux maintenant quitter la tête du parti, il faut tous les faire les militants qui ont désigné leurs responsables. Il a son homme qui lui a imposé. Quitter Ousmane Tanor Dieng. J'ai quitté avec mes camarades et mes amis. Depuis lors, on ne nous a pas cherché, on a démissionné. Pas renouveau parce que nouvelle politique, de nouvelles structures et de nouveaux hommes, et de nouvelles méthodes de gestion de l'État, transparence. Donc, en résumé, c'est ça le fondement de l'URD. Depuis lors, il a, c'est une idée, on ne tue pas une idée. Actuellement, comment vous vivez un peu le nouveau régime? Vous avez été allié de Maître Wade. Maintenant qu'il est parti du pouvoir, comment vous vivez un peu l'action du nouveau régime? Comment vous l'appréciez? J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie avec Abdou Diouf en tant que PS. On était dans le même parti. Donc on gouverne ensemble. C'est le plus jeune gouvernement pendant 14 ans. Dès que Abdou est tombé, a été battu en 2000, a été élu par les Sénégalais dans une extraordinaire. Je n'avais pas pensé au changement, que faire de l'alternance. Les 3 premières années de Wade étaient enthousiastes, mais rien n'a bougé. Il a fait attendre 2004 pour que les chantiers sortent de terre. Après 3 fois, on tombait d'accord sur un programme commun. Pas commun, mais ils ont pris notre document, l'essentiel document qu'on avait présenté. On n'est pas transhumant, nous. On n'a jamais transhumé. Je hais ce mot-là. Il est une atteinte grave à l'homme. Parce que vous êtes un berger, donc vous savez ce que c'est la transhumance. C'est ça la transhumance. Donc il faut savoir que Wade m'a appelé 3 fois. Ce n'était pas mûr. Il fallait régler quelques problèmes dans l'opinion. Comme c'est le pays qui m'intéresse, il a accepté l'essentiel de mon document. Pas refuser de travailler avec lui. J'étais son ministre de l'économie maritime pendant 3 ans. On a fait tout ce qu'il fallait faire. Et il m'a nommé à l'environnement, qui m'a beaucoup passionné parce qu'en tant que berger. Je vais là-bas 5 ans. Donc je vais avoir 8 ans. Je n'étais pas âgé encore. Donc il faut qu'on sache que le gouvernement, c'est l'action, pas des paroles. C'est formé pour agir. Président Macky est élu en 2012. On ne l'attendait pas. C'est son destin. Donc j'observe. Je ne parle pas beaucoup maintenant. Les jeunes parlaient à ma place. Le parti fait de communication. Bref, en tout cas, on suit. Je vois qu'il a une grande volonté, forte volonté, pour changer le pays. Le Sénégal n'aime pas le changement. Brutaux. D'ailleurs, j'ai lu un bouquin avant-hier, là, Le Prince. Quand un dirigeant vous change tout de suite, il tombe tout de suite. Les gens ne comprennent pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne change pas, mais il faut y aller par méthode. Chaque chose en son temps. Je vois qu'il a beaucoup de volonté pour le faire.
Est-ce qu'il a les hommes qu'il faut? Je ne sais pas. Vous dites, c'est vrai que vous ne parlez pas beaucoup, mais on vous a entendu peut-être parler à propos de ce que certains appellent une milice qu'on est en train de former, c'est-à-dire des agents de sécurité de proximité. Vous qui avez été ministre de l'Intérieur, peut-être que vous savez un peu de quoi vous parlez. J'aurais préféré qu'on renforce la police et la gendarmerie en moyens et en hommes, au lieu de créer une autre affaire à côté. On n'a pas compris, c'est-à-dire que c'est une affaire tellement rare au Sénégal. Comme il nous a expliqué, j'ai bien compris. J'attends de voir sur le tas. Je préfère qu'il prête serment dans un tribunal approprié et qu'il soit rattaché à un commissaire ou à une gendarmerie, sans tenue, qui ne soit pas porte de béret. Et qu'il soit armé. Hein? Et qu'il soit qu'il armé. ne soit pas armé. Il faut qu'il soit à côté de policiers et de gendarmes dans la zone de compétence, après avoir prêté un serment d'allégeance à l'État, aux lois. Sans quoi, c'est un mort-né, on dirait. En tout cas, j'appuie ça. Le Sénégal a des problèmes très graves de sécurité intérieure, même extérieure. Le Sénégal doit se mobiliser autour de cette question fondamentale, la sécurité interne et extérieure de notre pays. Sans quoi, tous les jours, on est menacé. Il faut qu'on cesse de la politique de la sécurité du pays. Sans rien, aucun parti ne peut régler ça. Aucun syndicat ne peut régler ça. Aucun homme ne peut régler ça. C'est tout le Sénégal qui va régler ça. Avec beaucoup de moyens et de confiance pour les policiers et aux gendarmes. Quand on dort, ils ne dorment pas. C'est les seuls qui ne dorment pas au Sénégal, dans le monde. C'est vrai. Napoléon a dit, militaires dorment, tous ne dorment jamais. À l'époque, j'étais policier du Sénégal, le premier flic du Sénégal. Ça m'a beaucoup marqué. C'est un pays difficile, le Sénégal. C'est une fonction qu'a occupé le président de la République actuelle aussi, donc c'est vrai. une fonction qu'il connaît bien. Puis moi, il a beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Il est très sensible à ces questions de sécurité. Je le constate. Je vais passer la parole à mes chroniqueurs, en commençant par Nina. Je suis impressionnée à l'entendre parler. Et ce que je retiens de l'homme que vous êtes un fin politicien. Et vous êtes rompu à la tâche administrative, je ne vais pas dire politique. Vous avez été un tout-puissant ministre de l'Information et des Télécommunications. Et je vous ai entendu tout à l'heure dire que vous n'aimiez pas la contradiction. Ouais. Vous n'acceptiez pas la contradiction. Avant dans l'éducation. C'est le gosse qui m'a éduqué d'ailleurs. Comme quoi on apprend toujours, comme quoi on peut, même si on maîtrise ce qu'on fait, apprendre des autres. Et vous avez beaucoup appris avec ces jeunes, avec les élèves, parce que vous avez été ministre de l'Éducation. Et j'estime également que vous êtes resté l'homme qui prenait les bonnes décisions, qui savait les prendre au moment où il fallait, qui a su tirer son épingle du jeu, ou du moins jusqu'à un certain moment. Et ce que nous n'avons pas compris, on est jeunes, peut-être quand vous étiez déjà dans la sphère politique, on n'était pas encore nés, nous n'avons pas compris parce que quand vous avez créé l'URD, on s'est dit que c'était la rupture, c'était le renouveau. Et c'était vraiment un enchantement. Quand vous avez soutenu Diouf, on a été un peu déçus parce qu'on se disait mais on ne comprend pas pourquoi il a pris une décision pareille. Avec Wade, c'était devenu nébuleux parce que finalement, on ne savait plus qu'est-ce que l'URD voulait. Est-ce que Djiboka était resté dans ce sens du renouveau parce qu'il avait des jeunes qui avaient tout laissé, qui avaient décidé de partir avec lui, certains par conviction, d'autres par reconnaissance, même si le PS leur proposait des postes et d'autres avantages qu'ils auraient pu accepter. Et en parlant de ces jeunes, je vais citer Djegansen, que je connais très bien. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, l'URD est en train de dormir avec l'avènement de Wade. On vous a à la limite mis dans la masse. Et je vais utiliser ce terme en vous disant, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, que votre épingle, vous l'avez perdue et vous cherchez votre épingle dans le foin. Alors, comment est-ce que l'URD
va faire pour renaître et revenir et nous ramener à l'espoir qu'on avait quand vous avez créé ce parti. Et quand je parle de ça, je vais appesantir en disant l'alternance générationnelle. Qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui? Vous avez 65 ans, on a l'impression que vous en avez 70, parce que tellement que vous avez duré dans le pouvoir politique. Voilà. Merci, madame. D'abord, à l'éducation nationale, quand j'ai arrivé là-bas, c'est 2 ans après les années blanches. Fait 14 mois là, sans aucune grève. Quand on m'a nommé à l'Affaires étrangères, les étudiants sont venus me dire ne partent pas. Ils m'ont tous accompagné en me chantant, en dansant, en disant reste avec nous, il fait tard. J'ai pleuré dès ce jour-là. Donc j'ai dit que j'ai eu tort d'être à Wade en négligeant mon parti. J'en ai parlé plusieurs fois. Quand dans un gouvernement comme ça, tu ne penses pas à ton parti. Tu ne fais que travailler pour l'État. Or, l'État n'a pas de d'âme. Il est sans âme. Il n'a pas de cœur. Il ne cherche que des intérêts des populations sénégalaises. Si tu t'occupes de ça sérieusement, tu vas t'occuper de ton parti, qui est une association privée quand même. Depuis lors, j'ai changé maintenant. Désormais, je m'occupe de mon parti. Avec les jeunes de ta génération. Mes neveux, mes cousins, mes amis, comme Djegan Sen et autres. Donc il faut savoir que le parti a changé. Fondamentalement. Pourquoi j'y suis nous? Parce qu'on a la même famille politique. Je m'ai appelé en tant que socialiste. Je veux que Wade est un libéral, pur et dur. Jamais été libéral, moi. Je ne le serai jamais. Ni communiste, contrairement à d'autres. Donc j'ai dit qu'il faut que j'aille avec Diouf, quoi qu'il m'en coûte. Je savais bien que ça va me coûter beaucoup cher. À l'époque, j'ai dit un acte de folie philosophique. Un acte de folie philosophique. Quand Thalès a dit que la Terre tourne autour d'elle-même, autour du Soleil, ils l'ont condamné. Galilée. Et pourtant, elle tourne. Pardon? Galilée. Pourtant, il tourne. C'est comme un acte comme ça, on ne le comprend pas tout de suite. Plus tard, on comprendra. J'ai raison de dire que je vais accompagner Diouf. Parce que tout ce qui est avec Wade, ils l'ont quitté après. Pourquoi? J'ai dit que je vais avec Wade parce qu'il a acté mon document de base. Quelques éléments de mon document de base. C'est ce qui m'intéressait, fondamentalement. Le changement de politique et de méthode et d'homme. Depuis lors, j'ai beaucoup changé donc. Quand Wade est tombé en 2012, 23 juin, j'ai failli abandonner Wade. Parce que vous étiez contre Bien sûr, cette loi. Radicalement, en plein conseil de ministre. J'ai dit que ce projet va brûler le pays. Je n'accepterai pas. Il a retiré le texte ce jour-là, en pleine réunion. Je n'ai aucune raison de le quitter. Comment encore de traître? Je suis allé jusqu'au bout de mon combat avec lui, pour son autre destin commun. Il était un homme différent de moi. Âgé que moi, beaucoup d'expérience. C'est pas comme le 23 juin, je n'ai pas compris. Pourquoi ce texte-là bizarre? Bref, en tout cas, sachez qu'aujourd'hui, il faut que l'heure va compter dans le pays. Et des jeunes comme vous, engagés comme vous, plus que vous d'ailleurs. Ça, c'est sûr. Il faut savoir que la politique n'est pas facile au Sénégal. Elle est très compliquée au Sénégal. C'est un pays complexe. Il y a des marabouts, il y a des problèmes sociaux. C'est une ambulance, marchand ambulant presque, pharmacie ambulante, baptême ambulant. Il faut avoir beaucoup de moyens pour cela. Jamais volé, moi, aucun centime de l'État, aucun franc du trésor. Jamais, pendant 22 ans de gouvernement sénégalais, et de façon connue. Il faut savoir que je n'ai jamais été convoqué à quoi que ce soit. Et depuis là, j'ai des mains blanches. C'est ça qui m'intéresse. Justement, quand vous parlez de main blanche, on nous parle de traque des biens supposément mal acquis. Tu m'as compris? Oui, je comprends ce que vous dites. Mais votre position par rapport à cette démarche qui a été prise et entreprise par le gouvernement actuel, par le président de la République, qui a promis au Sénégal de traquer tout ce qui est censé ou supposé avoir pris de l'argent. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, tout qu'on gère l'État, le deniers publics doit rendre compte. C'est un principe de gouvernement intangible, de façon intangible. Elle est irréductible.
Ça compte beaucoup dans un État normal. Mais rendre des comptes pour tout le monde, sans parti pris, sans s'être tourné autour du pot, pour viser quelqu'un en particulier, ou des hommes en particulier. 2, il faut la justice faire son travail maintenant, comme elle est engagée depuis longtemps. Elle va faire quoi? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai appris avant-hier, il y a une médiation pénale, qu'un certain Ndiaye a accepté de donner. Au début, il a dit que une médiation pénale, ça n'a jamais accepté. Je pense qu'il faut faire attention à cela. Un État, c'est un État. Pas un État, par exemple, mais un État engageant tout le monde et qui est là pour tout le monde. C'est notre patrimoine commun. Donc, il faut que vous sachiez que j'appuie cela, la justice sociale. Rendre compte, réduction des comptes, c'est sûr et certain. Je l'ai fait plusieurs fois, sans crier. J'appelle Macky Sall et son gouvernement et son équipe à mettre la pédale douce, qui laisse la justice faire ton travail jusqu'au bout. Et qu'il soit plus patient. La patience, elle meurt du bonheur. Vous avez une réaction? Les Sénégalais ne sont pas patients. Ils sont impatients parce qu'ils ont beaucoup de problèmes. Je les comprends. Mais il faut quand même qu'ils soient plus patients que cela, surtout la jeunesse. La jeunesse souffre beaucoup pour le chômage, du chômage. Et ça tout coûte cher au Sénégal. Tout le monde dit que ça coûte cher au Sénégal. Je le sens bien dans ma chair. Le courant, l'eau et les aliments pour les hommes et des personnes. Tout le monde souffre dans sa chair, dans leur maison. Beaucoup de maisons sont peuplées de chômeurs, comme chez moi. J'ai un diplômé, tout pas de travail, parce que l'économie est bloquée. Hier, c'est au CNP, au Méridien. Aux assises du CNP. J'ai appris là-bas hier, ce que j'avais déjà. Il y a une crise, la crise sénégalaise, l'industrie est en crise. Or, l'industrie, c'est les emplois. Combien d'emplois perdus avec les entreprises qui ferment? Je ne sais pas, en tout cas, c'est beaucoup. Pendant ce temps-là, chaque année, 120 gosses arrivent sur le marché du travail. Au qui va agir ceux qui perdent leur emploi à cause de fermeture de leur entreprise. C'est une question fondamentale, autour de laquelle on doit s'entendre, s'asseoir d'une table, pour nous dire la vérité dans les yeux. Sans cela, on n'est nulle part. On trouve quoi comme ça, très faible comme ça, 4 et quelques pourcents, on est très content. Je suis très mal au cœur, quoi. Parce que dans ce cas, dans 50 ans, on n'est nulle part. Sans un taux de croissance fort, plus de 7%, peut-être vers 2 chiffres, aucun emploi sera créé au Sénégal, de façon durable et pérenne. Je vais finir avec, ça qui m'intéresse beaucoup. Avec 2 de vos réactions, parce que je ne voudrais pas, même si il est très important de vous écouter, parce qu'on apprend beaucoup avec vous, 2 réactions. On vous a vu à Doli, vous lever et aller dire bonjour au chef de l'État. À demain du Portugal. Oui. Et la deuxième chose, c'est quand Madame le Premier ministre a fait sa déclaration de politique générale, vous avez donné une mention à la limite favorable. Vous n'avez pas émis de critique dans votre première réaction, je veux dire. À l'Assemblée. À l'Assemblée nationale. Pourquoi ces 2 réactions? Parce que nous, on s'attendait à ce que vous démontiez à la limite cette déclaration de politique générale. Une minute là, une seule minute. Une minute là, j'ai dit ton moteur est en panne. Il faut accélérer la cadence. Rapport le moteur est en panne, il faut réparer d'abord. Accélérer la cadence. Accélérer la cadence. J'ai dit à cette dame-là, que j'appuie beaucoup, j'aime bien. Elle est très courageuse, mais elle en fait un peu trop quand même. Comme j'ai une seule minute, un texte écrit, vous ne pouvez pas le lire. Exactement. Je lui ai donné à la fin. Il m'a répondu avant-hier par lettre. Elle a répondu? Elle a répondu. Alors? Positif. Vous pouvez nous dévoiler un peu de ce que elle m'a dit que vous avez bien fait. Très bien. Elle m'a beaucoup remercié. Et j'ai abordé quelques problèmes fondamentaux, à mon avis, qu'elle a approuvé ça. Il attend mes propositions. Vous allez les faire. Inch'Allah. Merci beaucoup. C'est l'État qui a. Bonjour, Monsieur Djibo Leïtika. On est très honoré de vous avoir sur ce plateau aujourd'hui. Comme le disait Alioune tout à l'heure, on a vu que vous avez connu pratiquement tous les régimes. Vous avez été directeur de cabinet du président Senghor, ministre d'Abdou Diouf, ministre avec Abdoulaye Wade.
Donc, vous avez eu à côtoyer tous les régimes de l'intérieur. Donc, vous devez avoir certainement une visibilité que nous, citoyens lambda, on n'a pas. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire un peu une étude comparative des différents régimes, des différents présidents, et vous, votre appréciation par rapport à leur méthode de travail? Senghor est un homme d'État, par définition. Il a fondé l'État sénégalais, bâti les piliers sur lesquels on est encore assis. On se base pour travailler. Il fait un fonctionnaire. Il a construit l'administration et un peu engagé la démocratie sénégalaise. Il est un libéral qui sait tout faire, qui connaît tout. Beaucoup d'audace, beaucoup d'ambition pour le pays. Bref, en tout cas, si c'était ensemble depuis le début, le Sénégal sera très loin. Depuis lors, on est bloqué par la politique politicienne. On parle trop de politique. Il y a trop de politique dans notre pays. On ne travaille pas assez, on parle beaucoup, on connaît tout, on ne fait rien. Là, la Côte doit être à côté de nous. Elle a 10% malgré ses 10 ans de guerre. Vous êtes un homme pratique, vous êtes un théoricien, vous êtes un fonctionnaire qui a tout fait pour faire bouger l'administration sénégalaise, qui l'a modernisée. Vous êtes venu plus tard, pendant 12 ans, il a pris des actes importants à ce chantier qui n'a pas pu terminer. Soit à Thiès, l'outil APH est là. Et le Sénégal, maintenant, est un pays normal. Dans ce point de vue-là, il a bien fait. Mais il a manqué de transparence vers la fin de la session. Beaucoup trop cher, là, pour ceux qui... Donc, Wade est un homme que j'apprécie beaucoup. Il était mon propre pendant 2 ans d'économie. Il sait ce dont je suis capable, ce dont je ne suis pas capable. J'apprécie beaucoup sa générosité et son cœur. Il fait un fonctionnaire froid en tant qu'homme d'État. Très froid. Mais personne ne sort du bureau de Dieu pour dire voilà ce qu'il pense. Personne ne sort du bureau de Dieu pour dire voilà ce qu'il pense de temps en temps. S'il n'est pas fâché, il n'est jamais fâché pour d'ailleurs. Donc, il fait comme s'il est fâché. Il m'a formé Léopold Senghor. Il m'a beaucoup formé. Il m'a appris à parler français, à écrire le français. Donc, il est comme Mandela presque. S'il veut aujourd'hui, ce ne sera pas dernier à Diobour, l'autre jour. Il faut que le Sénégal sache, les Sénégalais sachent que leur pays a beaucoup fait dans ce domaine, la lutte contre l'apartheid. Dans des conditions extrêmement difficiles. On exporte le phosphate en Afrique du Sud. Depuis l'embargo, on a tout cessé. On a beaucoup d'argent, perdu beaucoup d'argent pour la cause africaine et la liberté. Depuis longtemps, notre pays est identifié comme un pays de la ligne de front. Comme un pays d'Afrique australe, l'Angola, le Mozambique, Zambie, Zimbabwe, tout ça. On a fait 10 jours là-bas, avec Abdou Diouf, en tant que président de l'OIA. Bien avant cela, on a acquis des mouvements de libération de l'Afrique du Sud. Toutes l'obédience confondue, l'ANC et le PAC. Et Namibie, la SWAPO. Moi-même qui vous parle, j'étais étudiant à l'époque. J'allais avec les étudiants sud-africains à l'époque à l'aéroport. Une nuit. Ils ont fait 5 ans ici. Bref, j'apprécie les 3 présidents du Sénégal, chacun son style et dans son contexte. C'est le problème avec lequel il est confronté. On n'avait pas de problème aussi grave sur le plan économique. Ça a commencé à arriver en 1979. Il est parti, il fait arriver. Il fait gestionnaire de l'économie. Pendant l'autonomie du plan et l'industrie. Il sait de quoi il parle. Plus tard, Diouf a géré l'ajustement structurel pendant longtemps sur le ministère du plan à l'époque. C'est moi qui gérais ça. Donc, il faut savoir que tout est contexte, question de contexte. Le monde actuellement a changé. Ce qui demande, c'est le travail pour les jeunes. L'économie marche. Et la crise mondiale est là, à nos portes. Et si vous deviez les comparer au président actuel? Macky est trop jeune pour être comparé à Senghor. Même à Diouf. Je me rappelle quelquefois Diouf d'ailleurs. Même à Wade, il est trop jeune pour être comparé à quelqu'un. Son style est un style très simple, très modeste même, et humble. Léopold disait que l'efficacité n'est pas bruyante, elle est seulement efficace. Ce n'est pas ici, il est efficace. En tout cas, moi, je le constate comme ça. Il est calme, beaucoup de calme, comme Diouf. Il est serein, comme Diouf. En tout cas, il fait semblant d'être serein, comme Diouf.
Bref, en tout cas, je ne le connais pas trop. Hein? Tu dis? Il rappelle beaucoup le président Diouf. C'est vrai, c'est vrai. Je ne le connais pas trop. Ce que j'observe de dehors, quand mon père à l'époque, il écoutait beaucoup. Bon, bref, en tout cas, il est là à la croisée de chemin. S'il rate le coche, ce n'est pas bien pour le pays. S'il réussit maintenant, c'est positif pour nous tous, pour notre jeunesse surtout. Parce que face aux problèmes économiques, c'est vrai que hier, j'étais aussi aux assises de l'entreprise et j'ai aussi appris qu'on connaît une baisse de la production dans pratiquement tous les secteurs. Ouais. Et le secteur privé parlait aussi du problème des PPP, les partenariats publics-privés, qui sont presque pour leur quasi-totalité signés avec des entreprises étrangères. Ouais. Donc c'est quoi le problème avec... C'est quoi notre problème entre l'État et les entreprises nationales? L'écoute. L'écoute. Il faut savoir écouter et entendre les gens, surtout les hommes qui travaillent dans le prix avec des moyens et le risque. Ce que d'hier, Baïdéagne, c'est là aussi. Très courageux, très clair. Et pertinent parfois. Mais pas trop critique, très critique. C'est ça qui est positif. J'ai beaucoup aimé son passage quand tu parles de l'industrie sénégalaise. Est-ce qu'on a choisi d'être un souk ou bien est-ce qu'on a choisi de nous débattre de l'industrie? Je ne sais pas. Il y a 365 entreprises fermées depuis 1 an. J'ai entendu dire hier que j'avais déjà. Il y a une cellule qui s'occupe de ça, qui n'a jamais rien fait. M. Ba a dit qu'il est en train de faire les études de diagnostic. C'est long. J'ai géré ça pendant 3 ans, quand j'étais au ministère du Plan à l'époque. C'est pire que ça actuellement. Tous les ans étaient redressés. J'ai tous les moyens d'action pour agir. La Banque mondiale m'a financé mon programme de redressement des entreprises sénégalaises et de restructuration des industriels. Si on ne passe pas par là, on n'est nulle part. Parce que derrière, dans la réponse du ministre, on n'a senti aucune volonté de vouloir régler les problèmes ou de changer les choses. Il voulait rassurer les gens, quoi. Il voulait se rassurer, se convaincre. Exactement. Et moi, ce que j'ai noté surtout, c'est on a l'impression qu'ici, l'État donne la part belle aux entreprises étrangères, surtout les entreprises françaises. On dirait. Vous qui étiez ministre des Affaires étrangères, c'est quoi exactement le lien qui nous lie aux puissances étrangères? Est-ce qu'on est vraiment indépendant de manière objective? Sur le plan spirituel, on est libre, mais sur le plan économique, on n'est pas encore indépendant. Sur le plan structurel, on est loin d'être indépendant, être autonome. Aucun État autonome dans le monde actuel, aucun. Même l'Amérique n'est pas autonome. La Chine, c'est son premier bailleur de fonds. Elle paye sa dette, elle paye ses dollars, elle a un stock important de bons de trésor américains. Donc il faut savoir que maintenant, tout le monde est interdépendant. Mais ça dépend des zones monétaires et des zones écologiques. Sénégal, dans une zone UEMOA, qu'on appelle UEMOA, qui a des liens avec la France depuis longtemps, depuis ma date de naissance. La CFA à mon âge. Mais c'est la responsabilité. C'est la colonie française d'Afrique. Maintenant, c'est CFA. Parce que la responsabilité des États, c'est de défendre les intérêts des nationaux. Et pourtant, mais on a l'impression que c'est le contraire. On a tout raison d'espérer de bons rapports avec la Chine et l'Inde et les pays arabes. C'est ça mon rêve, de voir le Sénégal le carrefour de ce pays. Mais Wade avait commencé des chantiers bien sûr. Depuis Léopold Senghor, on a connu les pays arabes. Avec Wade a connu, maintenant, je ne sens pas ça. Là, on a l'impression qu'on recule avec le port autonome notamment. Oui. On a vu que les terminaux qui étaient gérés par les Sénégalais, on a fini par donner ça à Bolloré. Puisque l'autre partie, vous qui étiez ministre de l'économie maritime. C'est sûr dans la presse. C'est pendant 3 ans de l'économie maritime. On a beaucoup fait avec Bara Saïdi, qui est actuellement en prison. Je ne sais pas pourquoi. Comme c'est pendant la justice, je m'en tiens à ça. Kémy Séba. Monsieur Djiboka, bonsoir. Bonsoir. C'est un honneur et un plaisir de vous rencontrer. Merci. Vous faites partie de cette catégorie, comme l'a dit tout à l'heure mon cher frère Alioune, cette catégorie d'hommes politiques qu'on peut considérer comme ayant une stature internationale. Merci. Vous avez traversé les époques. Merci. Vous avez traversé... Pas de siècle encore. Non, pas encore. Inch'Allah, on vous le souhaite. Quand même, du 20e au 21e siècle. C'est un siècle en tout cas. Vous avez même traversé un millénaire. Voilà. Merci. Et
Vous avez aussi traversé différents camps politiques. Alors on peut voir ça d'une double façon. Une façon positive et une façon peut-être négative. Vous avez dit que vous n'aimiez pas trop la contradiction, donc... Pas à l'époque. Ah, aujourd'hui oui, vous êtes sûr? Bien sûr. Vous êtes prêt? Bien sûr. D'accord. Non, je vous taquine. Pour qu'on soit dans le fond le plus possible, il y a un principe, un problème qui, je pense, nous touche tous sur le terrain de la classe politique, c'est le manque d'enracinement de nos élites dans leurs propres principes. Un politicien va se lever en se disant de gauche, socialiste. Et on va le retrouver sans aucun problème en fonction des saisons, en fonction de la saison des pluies. Transhumance. De l'hiver, transhumance si vous voulez. Oui, on peut adapter ce principe, j'acquiesce clairement à votre réflexion. Et on va le retrouver chez les libéraux lorsqu'il fait un peu plus chaud. Et ce problème-là, on le retrouve à un niveau international. Vous avez travaillé avec quelqu'un comme Abdoulaye Wade, l'ancien président Abdoulaye Wade, qui, dans ses principes panafricains, et je vais revenir dessus si vous le permettez, parce que je pense qu'on l'est tous ici, mais c'est important d'en parler, puisque l'émission est regardée dans toute l'Afrique de l'Ouest. Dans toute l'Afrique. Dans toute l'Afrique, oui. Allons, extrapolons. Je suis l'élan d'enthousiasme de Alioune dans le monde entier, même sur Jupiter, Inch'Allah. Mais Abdoulaye Wade, qui était un grand panafricain, qui se présentait comme tel en tout cas, n'a pas hésité, et c'est quelque chose qui est tabou, on n'en parle pas ici, à aller trahir quelqu'un qui l'avait soutenu, quelqu'un qui l'avait aidé. Je sais que je vais m'attirer des foudres de certaines personnes peut-être en disant ça, mais il n'a pas hésité à lâcher, pour ne pas dire lyncher, son ancien frère Muammar al-Kadhafi. Et je dresse une parabole entre la situation du manque d'enracinement dans ces principes locaux et les principes internationaux. Comment vous situez, vous qui avez été dans tous les camps politiques? Pas quand? Dans les familles. Dans les familles. Les combats. Dans les combats politiques. Je vous rejoins sur votre nuance. Comment vous vous situez sur le terrain de certaines personnes qui, comme Abdoulaye Wade, qui nous ont vendu le panafricanisme pendant un certain nombre d'années et qui n'ont pas hésité à le sacrifier sur l'autel des intérêts, de l'impérialisme, en vendant quelqu'un qui a énormément fait pour le Sénégal et pour l'Afrique, en l'occurrence Muammar al-Kadhafi? Qui a mis l'équation insoluble presque. Votre conflit est un grand-père panafricaniste par ses idées et son action. Il a prouvé plusieurs fois, à mon sens. Mais le contexte a changé encore. Kadhafi, j'ai jamais aimé Kadhafi dans mon cœur. Mais jamais aimé? Jamais. Je n'ai pas été méthode antidémocratique. Je n'ai jamais été élu. Je suis que Kadhafi en 113 étudiants à la fac, à Benghazi, dans le cadre du MPJ. Il veut nous faire des délégations là assises. Chaque délégation a sa plaque en français. Il dit enlève-moi ça, mettez de langue l'arabe. Moi, je ne suis pas arabe, moi. C'est un Pullman. Mais bon, on peut dire que vous n'êtes pas français. Je parlais pour ce jour-là. Mais il parle de quelle langue? Moi, c'est une langue sauvage, vous ne connaissez pas. Depuis lors, bien avant, bien après, chaque fois que je rencontre Kadhafi, on peut déstabiliser. Je ne me retrouve pas dans ces idées. On peut déstabiliser, je n'ai pas compris, excusez-moi. C'est déstabilisé par Kadhafi, par ces idées auxquelles je ne comprends rien. Vous ne comprenez rien? Non. Sur quel aspect? Je ne pouvais pas savoir si le gouvernement panafricaniste. En tant que tel, comment tu expliques qu'il doit être chef traditionnel africain, roi des Africains, roi de l'Afrique? Bon, ça fait partie de vous à moi. Du décor. Vous êtes assez expérimenté pour savoir qu'il y a le folklore et il y a le fond. Voilà. Il y a des excentricités. Mais quand on est allé à Benghazi, je l'ai condamné. Vous l'avez condamné? Je l'ai condamné fortement au téléphone. Pourquoi, selon vous? Parce que c'était un peu gauche, quoi. C'était de la trahison. Il s'est fait escorter par l'armée française, à mon sens. C'était aperçu comme on avait pris ça de Sarkozy. C'est ce qu'il était. Bref, en tout cas, je n'ai pas aimé, à mon sens. Je ne comprends pas son geste ce jour-là. Vous avez reparlé avec lui? Plusieurs fois après. Mais quand Kadhafi est venu, avant, bien avant, après son discours dans le monument Renaissance, j'ai dit que ce gars-là n'est pas normal, c'est pas sérieux. Pourquoi vous dites qu'il n'est pas... Il est dépassé par les événements africains. Kadhafi? Il rêvait, quoi. Bref, il est mort, que Dieu ait son âme, dans des conditions atroces. Deux choses. D'abord, c'est un homme qui a beaucoup fait pour son pays. Merci. Fondamentalement, il a tranché la Libye, que je connais bien la Libye. Il a de l'eau surtout, il a fait venir des kilomètres et des kilomètres à travers le désert.
Un homme comme ça doit rester au moins. Mais à part ça, ne comprend pas qu'il est cru devoir coloniser l'Afrique. Parce que dans certains États africains, c'est lui qui paye les salaires des fonctionnaires. Donc, vous ne pouvez pas le critiquer. C'était la faute à qui, ça? Attendez. C'est lui qui même pas la moitié du budget de l'Union africaine. Un homme comme ça, s'il meurt dans ce condition dont il est mort, c'est très, très grave, c'est triste. Clair. Depuis lors, on n'a arrêté personne. On n'a arrêté personne non plus. Un drame pour le monde et pour l'Afrique surtout. Ce jour-là, j'ai dit à Wade, ton ami là, il faut qu'il change de méthode. Le monde a changé et l'Afrique avec lui. Donc, depuis lors, on s'est bien compris avec Wade. Vous êtes compris? C'est un homme constant, dans ses convictions fortes, mais un politicien, profondément politicien. Tous les actes de Wade possèdent des politiques. Alors, je rebondirai juste dessus, si vous permettez, en vous disant que tout dépassé selon vous, hein, c'est votre paradigme, mais je le respecte, même si je ne le partage absolument pas. Tout dépassé qu'il était selon votre propre regard, les actes qu'a posé Muammar al-Kadhafi à l'heure actuelle, au-delà du folklore, au-delà des tentes posées un peu partout, au-delà de son rituel roi d'Afrique qu'il propose à tout le monde, ce qu'il a posé en cette fin de XXe siècle et en ce début de XXIe siècle, malheureusement, il n'y a aucun chef d'État. Qu'est-ce qu'il a proposé? Je dis ce qu'il a posé, pas proposé. Posé en termes de soutien des organisations anti-impérialistes africaines. Au terrorisme. Terroriste selon quel paradigme? Paradigme occidental. Et les armes qui vont exploser? Le terroriste selon... Des cellules d'Afrique UTA? Terroriste la Paname? Monsieur Djiboka, terroriste. J'ai pris un ami tchadien là, on a venu de Brazzaville pour aller à Paris. Il est exposé à terrorisme selon qui a décrété que c'était terroriste? Je ne sais pas, c'est le monde. C'est Paris ou c'est le monde, Dakar? C'est le monde. Non, c'est pas le monde, c'est le monde occidental. Pourquoi il les a indemnisés alors? Comment? Pourquoi il les a payés après? Je n'ai pas compris. Les victimes. Il a indemnisé les victimes après. Pourquoi? Peut-être parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait aussi une polémique aussi autour de sa propre personne, et vous le savez. Bon. Vous savez que ceux qui sont les faiseurs d'opinion, je veux dire pas que... d'accord avec toi. Moi non plus, je ne suis absolument pas d'accord avec vous, mais je vous dois le respect quand même. On a des comptes comme ça, c'est important. Je vous dois le respect quand même, mais je vous le dis avec un profond respect. Vous avez l'âge de mon père en plus, et une profonde affection. Tu as l'âge de mon fils en plus. Masha'Allah. Et je vous le dois avec une profonde affection. C'est très fier de vous, hein? Moi aussi, papa. Je suis fier de moi. Merci. Mais plus sérieusement, avec cette profonde affection, je précise que je pense que vous faites partie de cette classe politique qui se trompe profondément. Merci. Qui se trompe profondément, vous avez entendu? Quoi? Ah, vous avez dit merci. Donc, merci. Qui se trompe profondément sur ce personnage qu'est Kadhafi, sur son héritage. Tant mieux pour moi. Ce n'est pas un ange. Et je vous rejoins sur le fait qu'il a fait beaucoup d'erreurs. Ses excentricités l'ont isolé auprès de beaucoup. C'est vrai. Mais on ne doit pas chanter avec les loups. Par rapport à la diabolisation qui a été faite. Je ne chante jamais avec les loups. Il a vécu le colonialisme. Je ne chante jamais avec les loups. Masha'Allah. Voilà. Le terrorisme est le plus grand... Ne me dis pas que tu chantes avec les loups, ne me dis pas ça. Non, mais vous m'avez dit ça, j'ai dit Masha'Allah. Donc, je ne chante jamais avec les loups. Donc vous ne chantez pas avec les loups. Vous restez beaucoup. Il y a pas, moi aussi. C'est pour ça que quand vous me dites que vous ne chantez pas avec les loups, je dis ok, on passe à une autre étape de la réflexion. Le colonialisme est le plus pire des terrorismes dans ce monde. Le colonialisme mental, on va en parler tout à l'heure avec la notion d'aliénation dont parlait mon ami et frère, le philosophe, M. Sarr. Le colonialisme détruit les gens. Pas par des bombes, mais par la psychologie. C'est vrai, dans l'esprit. Kadhafi a été un résistant à ce colonialisme-là. Et quand il répond à ça, c'est du contre-terrorisme. Ce n'est pas lui le terroriste. Il a fait des erreurs. À ton choix. Voilà, mais c'est mon point de vue. Et je pense qu'il est important qu'on lui rende hommage. Tout le monde nous parle de Nelson Mandela, que j'aime profondément, même si je peux ne pas partager toutes ses visions politiques après sa libération. Mais on oublie que Mandela était un très grand ami de Muammar al-Kadhafi et qu'il souffrait tous les jours de son âme. C'est pour ça qu'il n'a pas pardonné, contrairement à ce qu'on pense à Obama. Et j'invite des gens à lire bon nombre d'études sur ce terrain-là lors de la visite d'Obama. On dit souvent que Mandela n'était pas apte à pouvoir le recevoir. Beaucoup d'autres personnes disent que c'était plus complexe que ça. Les vrais résistants n'ont pas pardonné que Kadhafi soit lâché par une Afrique qu'il avait contribué à aider. Et ça, je pense que la classe politique africaine doit réfléchir à sa responsabilité. On voit ce qui se passe en République centrafricaine. On appelle comme des toutous le grand pompier, qui est en réalité un pyromane, qui est l'oligarchie occidentale. C'est toujours la même chanson. On brûle et après, ils viennent éteindre le feu. Ils mettent leurs infrastructures
Et après, on dit qu'on n'est pas indépendant. Mais nous sommes les premiers responsables de notre réalité. Et vous autres politiciens, mais je ne veux pas vous acculer quand je dis ça, c'est une analyse globale. Il n'y a pas de problème. Les politiciens africains ont tous une très grande responsabilité dedans. Et nous autres, membres de la société civile, on a une responsabilité de ne pas suffisamment faire pression pour que nos politiciens aient une attitude digne face à des forces extérieures. Je suis d'accord avec lui. C'est d'accord avec lui dans le fond. On est d'accord dans le fond. Fondamentalement, on est d'accord. Mais s'il passe à la RCA, c'est tout à fait différent de Kadhafi. Je n'ai pas dit le contraire. Il a sa main là-dedans depuis longtemps. Tous ces pays-là, c'est Kadhafi qui les gère. Mais justement, le fait qu'on ait assassiné, tout le monde sait ça. Le fait qu'on a assassiné a déréguler une situation dans bon nombre de pays. Oui. Et le Mali, c'est un verrou pour le Mali. C'est un verrou qui a sauté. C'est tout ça, je le sais. Le Mali, c'est dans la vie qu'il a actuellement. C'est à cause du départ de l'absence de Kadhafi. C'est un verrou pour les djihadistes, contre les djihadistes. C'est vrai. Contre les islamistes en particulier. C'est un verrou pour les migrants clandestins, Lampedusa. C'est un seul verrou qu'on a fait sauter ce jour-là. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour ça que je ne le condamne pas par ces méthodes. Brutales. Sanguinaires parfois. Vous pensez que c'est le seul président? Je connais Jaloud, son numéro 2 à l'époque. Oui. Où est-il? Al-Triki, pour mon Al-Triki. Oui. Tu le connais? Je le connais. Je le connais bien. Moi, pas personnellement. Pour mon nulle part. Il était éliminé presque. Son directeur de cabinet, Bachir, son de paille à tout faire. Il est où maintenant? Il est déchu. Bien avant que Kadhafi ne tombe. Il faut savoir raison garder. Kadhafi est un homme à part dans l'histoire africaine. Exactement. Dans l'histoire du monde. C'est un homme à part. Il n'a aucune référence avec laquelle il faut le comparer. Même à Karl Marx. Même à Mandela. Ce n'est pas la personnalité. On est d'accord. Voilà. Donc, avant de passer la parole un peu... D'accord maintenant. On est totalement d'accord. Maintenant, je suis d'accord avec toi sur l'esprit. Nous avons notre esprit. Le corps nous a volé tout notre esprit. On a changé de personnalité. On n'a pas de caractère. On n'a pas de personnalité propre. On parle avec le paradigme de quelqu'un d'autre. C'est une question de culture. Tout à fait. Ça, Karl Marx l'a prévu à le dénoncer, à le décrire de façon extraordinairement claire. On est très d'accord. Avant de passer la parole à mes amis pour qu'ils participent un peu au débat, les gens ont tendance à oublier que vous êtes un peu le créateur de la Sonatel. C'est vrai, lorsque vous étiez au ministère de la Communication et de l'Information. Donc vous avez eu c'est vrai, à voir grandir votre bébé, mais c'est vrai que même sous le régime de Diouf, on a privatisé la Sonatel et vous n'appréciez pas ça en son temps, vous étiez contre cette privatisation. Absolument. Je pense que l'avenir vous a donné raison. Comment vous percevez un peu vraiment ce fleuron de l'économie sénégalaise, mais qui n'est plus entre nos mains finalement? D'abord, notre fierté nationale, en tant que telle, tu es fier de moi dans ce cas-là et de mes collaborateurs de l'époque. On est dans des conditions très dures à l'époque. On n'en voulait pas. C'est au mois de Ramadan. J'étais à Arusha à l'époque. On me rappelle à Dakar pour faire face au syndicat. Toute une journée, on a discuté. L'impasse. J'ai tranché le débat. Qu'on va faire à l'Assemblée. Faites ce que vous voulez, en tout cas, moi, je ne recule pas. 10 ans après, ils m'ont tous dit que tu avais raison. Un État qui recule, ce n'est pas bon pour un pays. Il ne faut jamais reculer quand on sait qu'on a raison. Quand c'est pour l'intérêt du pays. Il ne faut jamais reculer. Depuis lors, la Sonatel m'a beaucoup impressionné. Par ses résultats d'abord sur le plan interne et dans la sous-région. Ils sont en Guinée, ils sont au Mali, ils sont en Guinée-Bissau, bientôt encore hors de l'IMO. Donc, on sache que c'est comme ça que doit marcher une entreprise d'État. Elle n'a pas d'être privatisée, c'est un panacée. Ce n'est pas un panacée la privatisation, c'est pas un panacée. On peut être quelqu'un qui ne marche pas, en général, mais quand quelque chose marche, il la laisse marcher comme ça. Tu t'adaptes dans le contexte économique et social. Les travailleurs de Sonatel, maintenant, c'est le parti de Sonatel. C'est des Sonateliens, d'ailleurs, on les appelle. Ça qui a marqué le Cheikh Mbaye, Tidiane Mbaye, un jeune garçon comme ça à l'époque, très jeune même pas 30 ans.
Je l'ai proposé à Diouf qu'il a accepté. Il a fait là-bas tout le temps qu'il restait. Il a marqué son attel avec son équipe. Depuis lors, le Sénégal maintenant compte dans le monde du télécom. À l'époque, on n'a même pas de tonalité. Même le Cap-Vert devant nous, le Cap-Vert. Un dernier en Afrique. Mais c'est peut-être là que c'est dommage, parce que toutes les infrastructures ont été posées par le gouvernement du Sénégal quand la Sonatel était une société nationale. Après, on a privatisé, on a donné peut-être... Je ne suis pas d'accord. Je fais savoir là où il faut, alors même publiquement devant Diouf. C'est vrai. C'est une mauvaise solution. On a tout faux dans ce cas-là. Je pense qu'il faut absolument qu'on revienne à la case départ. La Sonatel de revenir à l'État sénégalais tout entier, pas à France Télécom. C'est tellement grave pour nous. On ne sait même pas que les télécoms sont fondamentales pour la sécurité du pays. Et l'argent qu'ils génèrent, il faut qu'elle serve à quelque chose quand même. Là, c'est tellement riche, elle a créé une fondation qui est zone sociale maintenant. Ça, la bonne voie. La Poste maintenant même fait des bénéfices. C'est l'époque du contrat ne sépare pas la Poste et le télécom. C'est ça mon problème. Je ne sais pas les télécoms et la Poste, je n'ai pas de problème avec la Poste. J'ai pas le télécom du Sénégal. Tant qu'il n'y a pas de télécom qui marche, on n'est nulle part. Ousmane Sarr, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Son père était au chèque postaux, Abdoul Dia. Oui. Un grand monsieur qui voulait en faire une banque. C'est mon oncle Abdoul Dia. Il est mort il y a 1 an. Quelques mois. Oui. Ousmane. Ok, bonjour déjà à tout le monde. Et bonjour, monsieur le ministre. Donc, moi, sur certains points, je rejoins foncièrement la position de Kémy. Par exemple, vous dites que vous n'êtes pas, vous n'aimez pas Kadhafi dans votre... Je ne peux pas ces méthodes. Oui, mais vous l'aimez. Mais je peux pas faire Ok, c'est bon. C'est pas en tant que comme d'État. J'accepte la nuance. À l'époque, même lorsqu'il a été massacré, moi je dis massacré, j'utilise les termes comme tels. J'avais écrit un article là-dessus, je dis Kadhafi, chapeau bas, parce que moi je ne me retrouvais pas dans l'idéologie occidentale qui consistait à faire de Kadhafi, excusez-moi du terme, mais un idiot ou quelqu'un qui n'aimait pas l'Afrique ou un antidémocratique. Tout ça, c'est parce que vous avez été à un certain moment dans la mouvance, dans cette idéologie, dans ce courant de pensée qui consiste à dire que tel est mauvais. Et vous savez, avec les médias, la puissance occidentale, ça passe. C'est naturel. C'est un effet de monde maintenant. J'avais écrit un article pour dénoncer ça. Parce que quand on interroge, par exemple, les tenants du panafricanisme, Kadhafi, il a beaucoup fait pour le Sénégal, il a beaucoup fait pour beaucoup de pays africains. Même le monument de la Renaissance, certains disent qu'il y a sa main là-dedans quand même financièrement. On le sait, beaucoup de salaires ont été payés en Afrique par l'argent de Kadhafi. Au-delà par exemple, des petites excentricités, on peut lui concéder ça. On ne peut pas nier que Kadhafi est foncièrement panafricaniste et que c'est un grand homme d'Afrique. Parce que nous, vous savez, nous, on a ce problème en Afrique. Nous, on n'aime pas nos grands hommes. Cheikh Anta, Lumumba, les autres, on ne les aime pas. Il a reconnu que c'était un grand homme, hein, mais bon, c'est que c'est l'aspect folklorique aussi, l'aspect folklorique bien parfois. Sûr, même ça, tout ça, c'est des détails par rapport à la profondeur. Certaines excentriques. On ne peut pas dire que la forme ne compte pas, parce que parfois la forme compte, on est dans une ère où la forme compte beaucoup. Pour moi, Aline, tout ça, c'est des détails par rapport à la grandeur de l'homme. Aujourd'hui, on magnifie Mandela. Mandela, c'est quelqu'un qui aimait Kadhafi dans son cœur. Il le portait dans son cœur. Maintenant, pour revenir sur le problème de l'éducation, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez été ministre de l'éducation et tout. Moi, la question que je me pose, par exemple, est-ce que souvent, à votre avis, vous ne dites pas que le mort détermine le vivant, c'est-à-dire votre passé dans le gouvernement, vous avez fait plus d'une vingtaine d'années dans le gouvernement, ce passé-là, ce lourd héritage, nous sommes en train de le subir. Parce que quand vous entrez à l'université Cheikh Anta Diop, ailleurs, les jeunes qui prennent les pirogues pour aller à Lampedusa, c'est un échec politique retentissant. Et vous avez votre main là-dessus quand vous dites que j'ai la main blanche. Non, vous n'avez pas la main blanche. Je refuse catégoriquement parce que vous avez contribué peut-être de manière inconsciente ou de manière consciente à cette dépravation des jeunes. À l'université,
Jusqu'à présent, bon, c'est normal, c'est là-bas que je suis en train de défendre un système. Jusqu'à présent, par exemple, il n'y a pas de cours à l'université. Ça, c'est dramatique. Parce que depuis quelques années, depuis le régime de Wade, cette université est devenue du n'importe quoi. Quand on interroge des étudiants qui ne savent pas qui est Cheikh Anta Diop à l'université de Dakar, l'université qui porte le nom de Cheikh Anta Diop, je me dis que c'est dramatique. J'ai suivi ça sur YouTube. Donc, ils ne sont pas responsables, mais c'est les politiques qui sont responsables de cet échec-là. Il faut rappeler que Cheikh Anta Diop n'a jamais enseigné là-bas. Ce qui est dramatique. On lui a juste donné le nom de manière symbolique. Ouais, exactement. Ouais, donc, je me dis que tout ça aussi, ça doit vous interpeller. Cet échec-là, vous devez vous dire qu'en certains moments, nous, on a échoué. Parce que la jeunesse ne se retrouve pas, les jeunes prennent les pirogues, ils vont à Lampedusa. Lorsque la ministre française dit « renvoyez-les dans les pirogues », moi j'avais mal. Parce que je me suis dit que nos politiques économiques, sociales ont échoué lamentablement. Vous vivez dans... Eux, ils vivent dans des châteaux, nous, on vit dans la merde. Ouais. Un grand philosophe. Ouais, ça, un grand philosophe. Bravo. Ça, c'était le moment de... D'abord, je n'ai pas dit que Kadhafi n'a rien fait. Je n'ai pas aimé ses méthodes. Je n'ai pas dit qu'il est un mauvais monsieur. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que Kadhafi n'est pas bon. Tout à fait. Je dis qu'il n'apprécie pas ses méthodes dictatoriales quelquefois. Il n'a jamais été élu. Un guide comme ça, comme un dieu, demi-dieu, je n'aime pas. Tu le prends des principes. J'ai des mains blanches sur le plan financier, je vous dis. Jamais volé l'argent de l'État. Jamais, jamais, jamais. C'est pourquoi j'ai dit que j'ai des mains blanches, là on doit rendre des comptes. Jamais été convoqué quelque part pour ça. J'assume ma responsabilité dans cette affaire-là de l'éducation. J'ai beaucoup de chance, à l'époque, il n'y avait aucune grève. Les étudiants m'aimaient beaucoup. Je les écoutais, je les comprenais aussi, parce que j'étais étudiant moi aussi. Pendant 5 ans, dirigé moi étudiant. Donc il faut savoir que je connais bien l'université. Actuellement, je souffre dans ma chair de la crise universitaire. Tous les jeudis, on se réunit en direction du parti. Tous les jeudis. Chaque fois qu'on se réunit, on fait le point sur le plan universitaire scolaire. Ça ne marche pas, c'est sûr et certain, ça ne marche pas. Ainsi qu'on est parti, c'est mal parti. Fais confiance maintenant aux jeunes qui sont là-bas. Refaire la barre campagne en comptant. Il faut que tout le monde les comprenne et les entendre. Et mettre les moyens qu'il faut. Mais ce n'est pas la faute seulement du gouvernement, c'est la faute de tout le monde. Tout à fait. Là, c'est les familles d'abord. Alors, dans les familles, maintenant, il n'y a aucune autorité parentale. Tous les gosses, maintenant, sont libres de faire ce qu'ils veulent. Les filles sortent à n'importe quelle heure. Les garçons fument du yamba dans leur maison. Qui dit mieux que ce qui se passe dans les écoles primaires? Beaucoup de drogues sont fumées là-bas. Ce n'est pas notre faute, c'est notre faute à toute la société sénégalaise, dans son âge, qui a démissionné de ses responsabilités. J'appelle maintenant la presse sénégalaise à faire attention à Kadhafi. Pour Kadhafi n'a jamais été évoqué dans la presse africaine. Quand il est mort, dont on parle, jamais. Il n'y a que les médias occidentaux qui en ont parlé plusieurs fois. Ils ont tort, ces médias africains-là. Au lieu de suivre ce qu'on nous à la télé du monde, France 24, CNN, tout ça, c'est la diabolisation contre l'Afrique. Mais je pense qu'il faut absolument chacun assume sa part de responsable dans l'histoire. Sans quoi, c'est de la polémique stérile, ça ne sert à rien. Que faire maintenant pour faire partir sur de bons pieds? C'est à la jeune répondre. C'est nous. C'est civil surtout. Abdoul Alpha. Et les philosophes. Merci. On va revenir à toi tout à l'heure. Tu auras ton temps de parole. Merci Alioune. Merci tout le monde. Moi, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt ces échanges. Et tout cela appelle 2 observations de ma part. La première, c'est adressée directement à M. Pa. Est-ce qu'il n'a pas un sentiment de destin gâché? Parce que je me rappelle, quand j'étais plus jeune, de l'aura qu'il avait dans le gouvernement du Sénégal à l'époque du PS. Et j'ai l'impression que s'il y a une rupture qui s'est faite au moment de l'alternance, cette rupture, c'est uniquement au niveau de la dégradation même de la classe de l'homme politique sénégalais. Alors, ce que je n'ai pas compris, c'est comment vous avez pu, avec tout ce que vous avez connu comme grands hommes, juste avant l'alternance de 2000, côtoyer le régime démocratique, le régime libéral de Wade pendant 8 ans, avec tous les dégâts que ça a causé à la société sénégalaise. La clochardisation de l'éducation, ça vient de cette alternance-là, avec l'apparition d'enseignants intermédiaires, les contractuels, les vacataires, etc. La clochardisation du système sanitaire
vient de cela. C'est-à-dire la clochardisation du système de sécurité nationale vient de ça. Comment vous, après avoir vécu avec Abdou Diouf qui était un homme d'État, avec Senghor qui était un homme d'État, quand on voit la culture, le poids que la culture avait, comment ces deux hommes avaient pu former l'homme sénégalais, comment vous avez accepté de rester pendant 8 ans? J'aurais pu comprendre 1 an, on se rend compte qu'il y a un problème et on s'en retire. Mais pendant 8 ans, avec cet homme-là, est-ce que ce n'est pas ça qui a peut-être même gâché votre destin présidentiel? Pas encore, hein. Je crois, pas encore. Donc moi, c'est ce regret-là que j'ai et que je voulais soumettre un peu... D'abord, merci beaucoup, Dia. D'abord, il faut me comprendre quand même. Sénégal est un pays qui est dans des difficultés extraordinaires. Que faire en tant que patriote pour redresser ce pays? Y participer au moins. Être dans l'opposition. Deuxième question. Opposition. Vous auriez fait un excellent opposant. À l'époque, aucune opposition ne pouvait faire face à Wade. Aucune opposition. Et pourquoi? Parce qu'il n'était pas organisé, il n'était pas uni. Il n'y a que 2007, le Benno Siggil Sénégal est né. Nous, on a mis en place CPC qui n'a rien fait. Donc il faut savoir d'abord ça. Deuxièmement, le pays est en crise économique et sociale, et même de valeur. Pas Wade qui a fait, pas Wade qui a créé la crise de valeur. C'est le monde qui a changé comme ça. La crise de valeur maintenant dans tous les pays du monde. Mais Wade l'a accéléré quand même dans notre pays. Attendez. Il a accéléré bien, il n'a rien fait pour stopper ça, pour changer ça. Est-ce qu'il pouvait le faire? Wade, à 2 premiers années de Wade, il pouvait tout changer. S'il voulait, il faut changer tout. Je pense qu'il doit en profiter pour changer le monde, le Sénégal surtout. Il a tous les atouts en main. Il a beaucoup hésité, il est lent, et pourtant il travaille beaucoup. Mais il n'a pas compris le Sénégal attend des changements profonds dans tous les domaines. Tu vois, je l'ai rejoint à l'époque 2004, croyant que j'ai contribué à cela. On a beaucoup parlé, il n'a jamais fait aucun acte dans ça. Je comprenais qu'il y a dans des réseaux tels qu'il n'est même pas libre, ce qu'il pouvait vouloir faire. Il était toujours bloqué quelque part. Troisièmement, le Sénégal est un pays complexe. C'est facile de parler comme ça, mais il faut à l'intérieur pour le savoir. C'est un système global. Vous, les jeunes aussi, vous avez des responsabilités. Pourquoi on n'avait pas manifesté fortement? Il y a que le 23 juin, vous avez bougé. Parce que là, il faut savoir que le pays... C'était la goutte d'eau qui a fait déborder. Mais bien sûr, n'y a pas beaucoup de Sénégal, nous appartient à tous. S'ils ne bougeaient pas, on ne fait rien de bon. Si vous êtes des gouvernements gouverner tranquillement, faire ce qu'ils veulent, on va reculer. Tout le monde est responsable. On recule actuellement en Afrique. Actuellement en Afrique, on est dernier sur le plan économique. Donc nous vous remercions d'être passé sur ce plateau. Je me comprends maintenant, Dia. Il faut savoir que j'étais à la courage de ma carrière. Et Yalla Moham, on va où? Nous vous souhaitons une bonne continuation. Nous avons été très honorés vraiment de vous avoir sur ce plateau. Nous allons vous libérer. Merci. Donc à prochainement, Inch'Allah. J'ai beaucoup aimé cette émission-là. Je ne savais pas qu'il y aurait autant de monde. Quoi. Tu ne m'avais pas dit, il m'a piégé. Quoi. Il m'a tendu un grand piège. En tout cas, je suis trop content de te rencontrer. Toi aussi. Tu n'as rien dit, toi. Ah oui. Le philosophe là m'a un peu déstabilisé quand même. Et un grand philosophe aérien comme ça, M. Dia, en tout cas, tu as mes prières. Et la jeunesse, je vous remercie de votre assistance. Merci beaucoup. Il y a que toi que je vais faire là. À bientôt. À bientôt. Aide-moi à descendre. Il faut l'aider.